on a accordé quelques minutes. Ceux qui ont eu des difficultés pour se connecter, on verra comment faire les autres pendant la session. Chers intervenants, chers invités, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce matin, en ce mois consacré à la lutte contre la drépanocytose dans le monde. REP EMA Cameroun, par ma voix, vous remercie pour vos efforts et votre volonté d'être des nôtres cet après-midi. Je suis Dr Mbok Armel Junior, physiologiste et spécialiste des anémies, aujourd'hui représentant de la communauté REP EMA Cameroun. REP EMA est une organisation de lutte contre la drépanocytose en Afrique à travers la sensibilisation, mais aussi par la promotion des thérapies locales contre la drépanocytose, scientifiquement approuvées et dignes d'intérêt. À l'occasion du second webinaire REP EMA, le thème choisi est la drépanocytose, une multitude de traitements expérimentaux, intérêt de l'alimentation et de l'activité physique. Vu l'importance et la particularité de ce plusieurs experts du domaine ont accepté m'accompagner, notamment le docteur Etaga, physiologiste à l'université de Douala, diététicienne nutritionniste et actuellement président de la CDT. Déjà, vous, intervenants principaux, REP EMA vous dit merci officiellement. Le tract et le flyer qui vous ont conduit, certainement vous ont donné le programme qui va tourner principalement autour de 3 présentations. La première s'appesantira sur la drépanocytose face à plusieurs traitements expérimentaux. La seconde, sur l'importance de l'alimentation tropicale adaptée à la prise en charge de la drépanocytose. Et la troisième, sur l'importance de la consommation des fruits et de l'exercice physique dans la prise en charge de la drépanocytose. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer aux dites présentations. Toutefois, j'aimerais que les intervenants, s'ils sont déjà là, qu'ils essayent de faire un coucou à nos invités. Docteur Etaga, Monsieur Signé, si vous êtes là, je serai ravi de vous voir. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Romain Signé et je souhaite la bienvenue à tous à cet échange. Je laisse la parole à Dr Armel. Donc, j'attends justement au moment où il faudra. Et là, je reviendrai pour échanger avec vous ce que nous pouvons partager cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Docteur Etaga, vous êtes là pour nous faire signe. Docteur Etaga, peut-être encore quelques difficultés. Il va nous rejoindre. Nous allons passer immédiatement à la première présentation. Si vous recevez déjà l'écran de présentation, vous pouvez confirmer. L'intérêt de l'alimentation et de l'activité physique dans le traitement de la drépanocytose.
Et je me charge personnellement de vous faire une présentation assez brève de la situation que connaît cette pathologie face à plusieurs traitements expérimentaux. Alors, je vais commencer par rappeler que la drépanocytose est la première maladie génétique dans le monde au regard de ses prévalences. On enregistre près de 300 000 naissances chaque année et l'allèle S est abondamment répandu en Afrique avec 15 à 20%. De telle sorte qu'aujourd'hui, 1,8 à 2% des nouveau-nés sont drépanocytaires. Et de ces nouveau-nés, 80% connaissent parfois des décès prématurés. Et on remarque aussi que l'allèle S, responsable de la drépanocytose, est superposé à l'aire géographique du paludisme. Donc, ça explique pourquoi c'est plus répandu en Afrique. Dans les traitements, le protocole classique, il est clair en médecine. Il passe par la prise en charge des crises vaso-occlusives, qui peut inclure la prise de plusieurs médicaments antalgiques, les cas de mise sous oxygène. Il passe aussi par la prévention des facteurs qui peuvent déclencher des crises. On retrouve constamment des supplémentations de folate, vraiment appelé AFOL, l'acide folique. On procède aussi aux vaccinations face à certaines maladies et aux transfusions sanguines pour des cas les plus rigoureux. Mais au-delà, plusieurs médicaments sont déjà mis sur pied, chacun avait sa particularité. On a le fameux Drépanoustat, le Nicosan américain, et le VK500. Il y a aussi de nouveaux médicaments. La liste n'est pas exhaustive, donc nous n'avons pas tout énuméré. Et face à ces médicaments, très souvent, le drépanocytaire se sent comme celui sur qui on vient s'amuser. Alors, je trouve que, au regard de tous ces traitements que nous avons cités, voilà, de temps en temps, je serai forcé de le faire. Je disais tantôt, on observe une rareté ou une absence des programmes de prise en charge de la drépanocytose dans les pays pourtant où la prévalence est élevée. Je ne parle pas du problème de compatibilité pour certains traitements, des risques de contamination, des risques de cytotoxicité et surtout le coût. Le coût qui souvent fait en sorte que ces traitements ne soient pas très accessibles pour les populations dans les pays en voie de développement. Ce qui fait que, oui, présenter de nouveaux ou de nombreux traitements expérimentaux peut être un problème, mais il n'est pas possible d'arrêter la recherche de nouveaux traitements, la recherche de nouveaux médicaments moins coûteux, sans problème de compatibilité et ayant moins de risques d'infection et de toxicité. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces séminaires vont continuer pour sensibiliser. Et au-delà de ce traitement, nous allons démontrer l'importance de l'alimentation et de l'exercice physique. Donc déjà, plusieurs organismes soutiennent ces travaux. Nous serons passés sans les remercier. Vu le fait que nous avons commencé avec un petit retard, je vous prierai, si vous avez des questions, de les noter quelque part. On va faire passer les présentations à tour de rôle et à la fin, on va accorder du temps pour les échanges. Je vous remercie. Donc, immédiatement, je vais
passer la parole. Je ne sais pas si Dr. Itaga est déjà avec nous. Il peut faire signe. À défaut, on va passer à la présentation diététique, comme je pourrais la baptiser. Monsieur Romain, vous êtes avec nous, vous pouvez faire signe. Oui, docteur Amel, je suis là. Le diététicien, il est là. Voilà. Donc, si le docteur Itaga n'est pas là, effectivement, pour ne pas l'attendre, je vais devoir prendre d'abord la parole en deuxième, en attendant qu'il puisse arriver en tout cas. Effectivement. Donc, si vous accordez juste une petite minute. Vous avez votre présentation. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Je pense que c'est voilà. Alors, je pense que nous y sommes. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui ont bien pris de leur temps pour être là cet après-midi afin de partager avec nous la capsule de compétences et de connaissances que nous avons sur la diététique, particulièrement sur la prise en charge alimentaire de la drépanocytose. Donc, déjà, je remercie l'association RETMA de nous avoir conviés à cet échange afin que nous puissions apporter de ce que nous savons à l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté due à cette pathologie. Alors, je suis Romain Signé, infirmier supérieur, diététicien nutritionniste, par ailleurs président de l'association des diététiciens tropicaux du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de partager avec vous ici présents des informations que nous détenons peut-être pas vous encore et que nous allons partager avec vous afin de nous capaciter tous, afin que nous soyons désormais capables d'avoir une idée plus claire sur la prise en charge de cette pathologie qui mine notre société. Donc, à la suite de Dr. Amel, je vais beaucoup plus me présenter ici en première partie sur le protocole de prise en charge de la drépanocytose. Donc, parlant du protocole de la prise en charge de la drépanocytose, je vais préciser encore que la drépanocytose est une pathologie qui mine vraiment notre société aujourd'hui. Beaucoup de personnes entendent parler de la drépanocytose, mais n'ont pas vraiment les informations très simples et très simplifiées de la pathologie. Donc, pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge, on va la résumer très simplement. La cible de la drépanocytose sont les hématies, encore appelées globules rouges. Donc, ces globules rouges qui sont prises en otage, on va donc avoir une caractérisation par la malformation des globules rouges. Donc, les globules rouges étant malformés, c'est à ce moment qu'on va arriver à développer toutes les difficultés qui vont arriver par rapport à cette pathologie. Donc, pour diagnostiquer au préalable la drépanocytose, ça va se faire par un cabinet médical ou alors par des médecins. Je tiens toujours à préciser que lorsqu'on parle de pathologie, quelle que soit, elle doit toujours être diagnostiquée par un médecin au préalable. Écho. M'écoute. Oui, nous vous suivons. Alors, d'accord. Donc, je disais, je tiens à préciser que lorsqu'on parle d'une pathologie, elle devrait être préalable, diagnostiquée par un médecin. Et après être diagnostiquée par un médecin, c'est à ce moment que la prise en charge peut se faire du côté alimentaire par un diététicien et bien d'autres. Donc, la prise en charge de la drépanocytose est pluridimensionnelle, elle est pluridisciplinaire,
donc la prise en charge, parmi lesquels la prise en charge alimentaire. Et la prise en charge alimentaire doit se axer sur des éléments particuliers. Je vais citer ici déjà par rapport à sa clinique. On sait que la clinique de la drépanocytose est caractérisée par 3 éléments principaux qui sont l'anémie, les crises vaso-occlusives et la subtilité aux infections. C'est-à-dire quoi? C'est très récurrent chez les personnes souffrant de drépanocytose de souffrir des infections. Donc, ils sont facilement infectés. Et cela est réellement dû au fait que leur système immunitaire soit affaibli. Donc, voilà les 3 éléments particuliers qui vont nous permettre comme ça de pouvoir caractériser un drépanocytaire. L'anémie, première chose, la crise vaso-occlusive, deuxième chose, et la troisième chose, la susceptibilité aux infections due à la faiblesse de leur système immunitaire. Donc, ce qui va nous permettre, en tant que diététicien ici, de formuler la prise en charge, de formuler notre prise en charge alimentaire, effectivement, sur ces éléments-là. Donc, dans la prise en charge alimentaire de la drépanocytose, elle doit s'articuler autour de la prévention des complications. Et lorsqu'on parle ici de la prévention des complications, on parle effectivement de comment éviter que l'individu se retrouve en train de développer des complications de cette pathologie, c'est-à-dire arriver au stade de l'anémie fréquente, arriver au stade de crise également fréquente. Donc, il serait question ici, à travers l'alimentation, de pouvoir donner des éléments qui permettront de ne pas arriver à ce niveau-là. Donc, parmi les règles d'or de la prise en charge de l'alimentation de la drépanocytose, le premier élément ici, qui est très important pour nous de prendre en considération, est l'équilibre énergétique. Lorsqu'on parle d'équilibre énergétique ici, nous allons aller un peu plus terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. Il s'agit ici de manière particulière sur le drépanocytaire. On va prendre l'exemple. On sait que chaque fois que les gens sont drépanocytaires, ils ont du mal à prendre du poids. Ils ont une perte de poids accrue. Ils ont une faible masse musculaire. Alors, cela est dû au fait que, par absence d'oxygène, il arrive que l'énergie n'arrive pas à être suffisamment assimilée par l'organisme, ce qui ne permet pas donc un équilibre énergétique au niveau de l'organisme de l'individu, ce qui fait en sorte que, la plupart du temps, ils ont une perte de poids accrue. Donc ici, il serait donc question de rééquilibrer la production énergétique grâce à l'oxygénation de l'organisme, ce qui va donc favoriser l'organisme à facilement reconstituer la masse musculaire et à équilibrer le fonctionnement de l'individu. Le deuxième élément ici, comme objectif qu'il faudra atteindre, sera de substituer des éléments qui vont favoriser la production des globules rouges. Comme on sait, ce sont les globules rouges qui sont mis en mal, et sans ces globules rouges-là, tous les autres problèmes vont arriver. Donc alors, avec l'alimentation, on va se battre à reconstituer, on va se battre à substituer, à apporter une alimentation qui permettrait donc de substituer et favoriser la production des globules rouges en permanence. Un autre élément ici sera également de réduire le stress oxydatif chez le patient. Lorsqu'on est stressé, lorsque l'organisme subit du stress oxydatif, il arrive donc que les cellules vieillissent rapidement. Il va donc falloir apporter à l'organisme des nutriments, des aliments qui vont favoriser une meilleure hygiène de vie, un rajeunissement des cellules pour permettre à l'organisme de justement maîtriser tous ces petits éléments qui amènent le drépanocytaire à avoir des crises régulièrement. Et en dernière position, on va consolider le système immunitaire du drépanocytaire. Nous savons que son système immunitaire étant affaibli, il est donc constamment emprunt à des pathologies, à des maladies. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un drépanocytaire avec nous, autour de nous, nous sommes en permanence en train de faire attention à sa santé et tout le temps à l'hôpital. Du fait que son système immunitaire étant affaibli, c'est la porte d'entrée à toutes sortes de pathologies. Même si c'est un peu grippe, pour lui, est tellement aggravé. Donc voilà, il faut renforcer son système immunitaire. Et effectivement, il existe des aliments qui vont donc nous permettre de pouvoir maintenir le système immunitaire de notre drépanocytaire au top. Donc, l'autre prise en charge va donc se faire à ce niveau-là. Une fois qu'on a compris cela et qu'on a fixé des objectifs, on va réaliser un programme alimentaire. Lorsqu'on établit dans le programme alimentaire, qu'est-ce qui va entrer dans notre programme alimentaire? En premier lieu, nous allons mettre le patient sur des boissons qui vont aider l'organisme à être nettoyé systématiquement. Et lorsque l'organisme sera nettoyé systématiquement et de manière complète, on aura plus précisément le nettoyage des vaisseaux sanguins. Si les vaisseaux sanguins sont bien nettoyés, qu'il y a une meilleure circulation,
Le but donc sera de faciliter la circulation sanguine. Et avec une meilleure circulation sanguine, un meilleur transport d'oxygène, il y aura amélioration dans l'hygiène de vie du patient. Un autre élément très important, on va mettre le patient sur des boissons revitalisantes. Les boissons revitalisantes qui auront pour caractéristique, une fois de plus, d'avoir un apport accru en oxygène, une grande production d'énergie. Lorsqu'on aura un apport suffisant en oxygène et une bonne production d'énergie, alors le drépanocytaire va récupérer son poids santé. Ensuite, nous allons mettre sur pied et nous allons prescrire à notre patient également des boissons qui vont favoriser la production des globules rouges. Et bien évidemment, il y en a suffisamment, pas seulement des boissons, mais également des aliments qui aident à la production des globules rouges. On va prescrire à notre patient des médicaments qui sont contre la douleur, parce qu'on sait aussi que le drépanocytaire a régulièrement des douleurs qui le menacent. Donc, on va lui prescrire des aliments et des médicaments qui sont contre la douleur. On va prescrire des médicaments qui sont contre la fatigue. On va prescrire des médicaments qui sont contre les infections microbiennes et on va également prescrire des aliments qui stimulent le système immunitaire. Si ces différents éléments-là donc sont réunis, si notre patient, on arrive donc à apporter à son organisme tout ce que nous venons de citer, nous avons la certitude que c'est un patient qui aura une qualité de vie assez améliorée. Parce que la prise en charge étant assez coûteuse, la prise en charge médicale étant assez coûteuse, la prise en charge alimentaire est la solution idéale. Surtout parce que lorsque vous faites une prise en charge alimentaire, vous vous maintenez sur le long terme, vous avez moins de dépenses à faire, vous avez également une hygiène de vie adaptée, cela vous permet d'avoir une vie assez tranquille. Et ça réduit significativement l'arrivée des crises, ça réduit significativement les visites à l'hôpital. Donc, on conseille vivement de prendre en considération la prise en charge alimentaire afin de réduire considérablement ces différents soucis. Ce qui va nous conduire systématiquement, ici dans la deuxième partie de notre présentation, à parler donc de l'importance des aliments. Nous allons citer ici quelques aliments importants, parce que si on parle de tout ceci, si on présente tout cela, ça dit aux drépanocytaires qui nous suivent ou aux familles des drépanocytaires aujourd'hui ou aux amis ou à tous ceux qui sont là qui pourraient apporter un plus à un patient demain, quels sont les aliments qu'ils pourraient également éventuellement utiliser. On aurait l'impression d'avoir soulevé un problème sans toutefois apporter une solution. Donc là, puisqu'il y a tellement, on va juste citer quelques-uns. On ne va pas citer tous les aliments, on va citer quelques-uns. Donc alors, on va parler donc des aliments qui sont usuels. Parce qu'habituellement, lorsqu'on parle de la prise en charge alimentaire, 90% des personnes s'attendent à ce que nous parlons des aliments que nous ne retrouvons pas chez nous. Nous, à la diététique tropicale, le but est de pouvoir prendre en charge les patients, peu importe leur pathologie, en fonction des aliments disponibles sur notre marché, disponibles auprès de nous, disponibles dans notre maison. L'objectif ici étant de savoir quel aliment est important à quel moment par rapport à quel objectif dont on voudrait atteindre. C'est pour cela que l'Association des diététiciens tropicaux du Cameroun continue et continuera le combat pour amener les gens dans le changement de comportement. Donc alors, pour en venir aux aliments dont nous voulions citer, je vais commencer par un aliment assez usuel et que nous avons l'habitude de consommer au quotidien, mais dont nous ignorons carrément que c'est très important pour nous. Le riz. Le riz est un aliment suffisamment riche en protéines et en fer pour aider le drépanocytaire dans l'amélioration de sa qualité de vie. Et maintenant ici, il est question de savoir à quel moment consommer et comment cuisiner ces différents repas. Donc, ce qui est très important. Comme autre aliment, nous parlerons ici des pommes de terre. Désolé, nous parlerons ici des pommes de terre. Des pommes de terre pour sa richesse en vitamine C qui va donc permettre au drépanocytaire de pouvoir obtenir tous les nutriments dont il a besoin et favoriser l'absorption du fer au niveau de l'organisme, au niveau du sang. Donc ensuite, nous allons parler de la patate douce. La patate douce qui est contrariée dans beaucoup de programmes. Les personnes parlent de la patate douce comme étant un aliment qui serait certainement néfaste pour la santé chez les hommes. Mais cependant, dans le cadre du drépanocytaire ici, nous encourageons vivement que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, à consommer de la patate douce pour également sa richesse en vitamine C, sa richesse en énergie et également en vitamine B9. Nous avons également du manioc qui est permanent sur notre marché
Et donc, nous avons la possibilité aujourd'hui de connaître que nous pouvons le consommer sans problème. Pour parler de quelques sauces que nous pourrons éventuellement cuisiner pour accompagner le complément dont on vient de citer, on va parler ici de la sauce d'arachide. La sauce d'arachide qui est très riche en vitamine B9, également très riche en fer. On parlera ici également de la sauce tomate qui est assez usuelle. Non seulement elle est usuelle, elle est présente, elle est moins chère. On parlera ici des haricots rouges ainsi que des légumes. Pourquoi nous insistons sur ces éléments? Parce que ce sont des éléments non seulement qui vont favoriser le meilleur fonctionnement de l'organisme, ce sont également des aliments très riches en fibres qui vont nous permettre une meilleure digestion. Alors, nous allons parler un peu de quelques poissons dont le drépanocytaire pourrait s'habituer à consommer. Nous parlerons ici du poisson le plus usuel que nous avons l'habitude de trouver dans nos marchés. Nous avons le thon. Le thon, pour sa grande richesse en vitamine B12 et également pour sa richesse en protéines. Ce sont donc des aliments qui vont nous permettre de nous sentir à l'aise, consommer régulièrement, permettra à l'organisme d'avoir les éléments dont il a besoin pour contrôler tous les petits bobos que nous pourrons avoir au quotidien. Maintenant, on ne va pas également s'arrêter sans parler de quelques fruits. C'est vrai que le docteur Taga parlera plus précisément des fruits tout à l'heure, mais nous allons citer dans le cadre de la prise en charge alimentaire quelques fruits usuels que le drépanocytaire pourrait consommer. Donc ainsi, nous allons voir les fruits de saison et un fruit qui est habituellement présent sur le terrain tel que l'avocat. Vous pouvez consommer l'avocat à profusion pour sa richesse en vitamine C, pour sa richesse en vitamine B9, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un aliment très favorable chez le drépanocytaire et également qui lui permettrait non seulement d'obtenir des meilleurs résultats, mais aussi d'avoir les effets de satiété. La betterave rouge. La betterave rouge est très conseillée également chez le drépanocytaire parce que nous savons que on parle ici d'une question de sang, d'une question de fer et tout. Donc, la betterave riche en vitamine C qui va donc aider véritablement quelques aliments comme ça que nous pourrons citer à la ramasser, que le drépanocytaire pourrait s'habituer à consommer, pourrait mettre dans son alimentation quotidienne afin de garantir son équilibre. Donc ici, il est donc question ici de savoir qu'en fonction de la pathologie dont vous souffrez, vous avez une alimentation qui doit être propre à vous. En fonction de votre état de santé, en fonction des différents paramètres de votre organisme, l'alimentation doit être orientée. Parce que lorsqu'on est sur le drépanocytaire, aujourd'hui, on parle de manière ramassée de quelques aliments. Il faut encore aller plus loin pour dire que on peut être drépanocytaire et souffrir encore d'une autre pathologie. Voilà pourquoi, première des choses, après avoir été diagnostiqué par un médecin, la seconde des choses, c'est de rencontrer un spécialiste de la nutrition qui va également faire une consultation diététique afin de mettre en place un protocole exact en fonction de votre état physiologique. Parce que si vous êtes drépanocytaire et que vous êtes maigre, la prise en charge ne sera pas le même que celui qui est drépanocytaire et qui est obèse, ou encore mon qui est drépanocytaire et qui est en fait enceinte, ou alors qui souffre d'une pathologie particulière ou qui est, je ne sais pas, diabétique ou quoi que ce soit. Donc, en fonction de votre état de santé, une prise en charge propre doit être mise en place. Il est donc important ici de ne pas seulement se contenter de ce qu'on vient de dire comme aliment, mais également de commencer par un diagnostic propre du diététicien afin de pouvoir avoir une orientation précise de la prise en charge adaptée à votre cas. De manière générale, pendant les aliments importants, mais ces aliments peuvent également être néfastes pour un individu X ou Y en fonction de son fonctionnement, en fonction des pathologies précédentes que ce patient a. Donc, pour être précis, nous aimerons toujours terminer nos propos en précisant toujours commencer par une consultation diététique. Le programme alimentaire sera donc efficace en fonction des résultats que l'on recherche avec vos paramètres personnels. Sur ce, je vais pas monopoliser la parole. Je remets la parole à Dr Hamel afin qu'il puisse. Ok, merci. Merci beaucoup, Romain. On sent un expert dans son élément. J'espère que nos invités ont beaucoup de questions pour vous. Beaucoup de questions vraiment. Parce que vous êtes allé avec beaucoup de détails en précisant ce qui doit être consommé, mais en disant, surtout moi j'ai retenu, c'est-à-dire ça varie en fonction
de, du patient. Voilà. Donc, je vais laisser nos invités vous accueillir avec des questions après. Je vais voir si le docteur Itaga est déjà parmi nous. Il peut faire signe. Et en passant, le docteur Itaga m'a posé quelques questions. Le pourquoi j'insiste pour qu'il soit là. Oui, l'alimentation pour prévenir la survenue d'une crise. Maintenant, lorsque le patient sent qu'il est sur le point de faire une crise, surtout un adulte, y a-t-il un exercice physique qu'il peut faire? Donc, il était question qu'il réponde à cette question. Et je prie donc Dr Itaga de nous faire s'il est là. De- Ok. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez cette fois-ci. Alors, je vais commencer mon propos par répondre aux préoccupations du docteur Amenbok de tout à l'heure, à savoir si un drépanocytaire, lorsqu'il fait les crises, est-ce qu'il existerait une activité physique capable de... Clairement à la question, je vais d'abord dire que c'est un réel plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire. Et le thème aussi est très attrayant, drépanocytose face à plusieurs traitements expérimentaux, intérêt de l'alimentation et l'activité physique. Je me suis senti très interpellé par le thème. Alors, Hippocrate, 500 ans avant Jésus, disait, fais de ton alimentation ta première médecine. Donc, ça veut dire depuis la nuit des temps, on a toujours pensé que l'alimentation avait un rôle très important dans la prévention et dans la prise en charge des maladies. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas le contredire. Alors, je vais d'abord commencer par la première partie de mon travail, de ma présentation qui est intitulée La place de la consommation de fruits sur chez le drépanocytaire. Alors, le deuxième point de ma présentation va s'appesantir sur l'activité physique et la drépanocytose. Quelle activité physique pour le drépanocytaire? Alors, lorsqu'on parle de la drépanocytose, docteur Amenbok l'a si bien dit, la drépanocytose est une maladie génétique qui est très souvent caractérisée par la falsiformation des hématies et qui est à l'origine des crises qu'on observe chez le drépanocytaire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en réalité? Ces crises-là, très souvent, sont dues au fait que les cellules sont en détresse par manque d'oxygène, ce qui entraîne un stress oxydatif et une diminution du NO et donc on observe la crise. Maintenant, la consommation des fruits va nous protéger en faisant quoi? En ce sens que la consommation des fruits va protéger la cellule de la détresse due au manque d'oxygène et donc va réduire le stress oxydatif et dans ce cas réduire la, les crises observées chez le drépanocytaire. Alors, qu'est-ce qui nous amène à dire ça? Nous avons pu observer que certains fruits ont la capacité de protéger les hématies contre, contre les altérations. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est quel est le fruit qui est capable de nous protéger? Alors, les fruits ont des composés naturels tels que les polyphénols, tels que les vitamines C, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et donc qui ont la capacité de contrecarrer ces effets qu'on observe et donc peuvent donc protéger le drépanocytaire, peuvent donc ralentir la survenue d'une crise de drépanocytose. Alors, quels sont les fruits qu'on peut avoir? Nous avons par exemple les fruits comme la papaye qui peuvent corriger cela à travers leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes autant pour moi. Nous avons par exemple l'ananas qui est aussi capable
réaliser cela. Mais à côté de ça, nous avons nos légumes qu'on retrouve dans tous les marchés. Maintenant, lorsque j'ai parlé des fruits, la question c'est comment est-ce que l'activité physique peut protéger le drépanocytaire ou alors peut améliorer la santé du drépanocytaire et quelle est l'activité physique qui est recommandée chez le drépanocytaire. Tout d'abord, il est important de signaler qu'avant, l'activité physique était même proscrite pour le drépanocytaire. Parce que, comme on vient de le dire, les crises sont à l'origine de la falsiformation des hématies, qui sont et de cette falsiformation qui est consécutive à à un manque d'oxygène. Et donc, vous convenez avec moi qu'une activité physique va favoriser cette installation-là. Donc, l'activité physique va entraîner une hypoxie, une déshydratation, une acidose, une chute de la température. Ceci va entraîner une rigidité et l'altération des globules rouges et donc favoriser la crise. Mais est-ce que c'est pour autant que le drépanocytaire ne peut pas faire une activité physique? La question est non. Avec une activité physique, le drépanocytaire peut améliorer la fluidité, le flux sanguin, peut améliorer le travail du cœur, peut améliorer, euh, comment je vais dire ça, la tolérance de l'anémie. Mais quelle est donc l'activité qui est appropriée pour le drépanocytaire? Donc, dans les premières études ont montré qu'une activité du type anaérobie, surtout à lactique, était appropriée pour le drépanocytaire. Mais de plus en plus, on se rend compte que pour l'activité physique, pour qu'une activité physique soit bénéfique pour le drépanocytaire, il faudrait que celle-ci soit prise au cas par cas. Donc, on prend le drépanocytaire en fonction de son cas et en fonction de son degré d'activité physique, en fonction de son degré d'anomalie. Donc, pour cela, si on veut faire une activité physique, qu'est-ce qu'on doit respecter? On doit d'abord amener le drépanocytaire à éviter cette histoire d'essoufflement comme nous voyons dans le, le- euh, l'image ci-après. Nous avons aussi l'hydratation parce qu'on sait qu'une déshydratation est l'ennemi du drépanocytaire. Pourquoi la déshydratation va entraîner la détresse et va favoriser la falsiformation des globules rouges et donc va précipiter la crise chez ce dernier. Donc, tout à l'heure, le docteur Mbok me demandait quelle est l'activité physique qu'on doit prescrire au drépanocytaire. Je dirais non, en fonction du cas, en fonction du type ou alors en fonction de l'individu, il y a des activités physiques appropriées. Mais maintenant, lorsque le gars a commencé à faire sa crise vraiment, abandonnons les histoires d'activité physique et parce que l'activité physique en ce moment-là va précipiter la crise de ce dernier. Alors, je pense que je suis arrivé au terme de ma présentation. Je suis arrivé au terme de ma présentation et je me soumets donc à vos différentes questions, si le temps nous le permet, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci, docteur Itaga. Si moi j'ai bien retenu quelque chose, vous allez confirmer si c'est ça. Le drépanocytaire doit se prêter aux exercices ou activités physiques, mais si les signes annonciateurs d'une crise sont déjà là, vaut mieux éviter. Effectivement, il vaut mieux pour lui faire l'activité physique avant ces crises, parce que l'activité physique peut être utilisée ici pour prévenir les crises, pas pour traiter les crises. Ok, ok, merci beaucoup. Ça rejoint la base des échanges. S'il y a des questions, maintenant je me retourne auprès de nos invités. Si vous avez des questions, nous serons ravis
et les experts avec nous sont prêts à vous répondre. Et je vois une main de Dr. Bonning. Dr. Bonning, vous pouvez prendre la parole. Bien, bonjour à tous. Je Bonjour. suis Boni. Bonjour à tous, je suis Bonin Calvin. Je suis très heureux de participer à cet échange. Je voudrais d'emblée remercier les organisateurs pour cette initiative. Et je vais rapidement poser quelques questions. D'abord, Dr. Mbok, pour savoir si sur le plan national, il y a quelque chose qui est fait pour la prise en charge des drépanocytaires, que cette chose soit rendue publique afin que nous, faisant partie du public, que nous puissions utiliser ces moyens pour sensibiliser autour de nous. Et au docteur, à M. Signé, je voudrais tout d'abord le remercier pour sa prestation. J'ai quelques questions, notamment au sujet de la prise en charge du drépanocytaire. Il est bien connu que le drépanocytaire a comme symptôme majeur je voudrais demander à M. si les légumes, s'ils ne peuvent pas servir dans la prise en charge des anémies. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup plus parler des céréales, des tubercules. Quelle est donc la place des légumes qui sont très riches en protéines et parfois en fer qui peuvent aider à la prise en charge des panocytaires? Bon, pour la première prise de parole, je m'arrête là, si vous m'avez bien compris. Merci. Nous avons reçu déjà une première vague de questions, principalement celle qui est orientée à l'endroit de REP Emma. Il était question de voir si un programme était déjà mis sur pied pour la prise en charge de la drépanocytose. Ce serait ingrat de dire que rien n'est fait, mais ce serait aussi précoce de dire que ce qui est fait est suffisant. Quand on compare la drépanocytose avec les autres maladies, avec des prévalences aussi similaires, je vais prendre l'exemple du paludisme, le VIH. Quand nous regardons les efforts qui sont fournis dans les pays où ces différentes maladies font rage, nous estimons qu'en zone tropicale, on peut faire un peu plus dans la prise en charge de la drépanocytose. C'est-à-dire au-delà de ce qui est déjà fait, au-delà des accompagnements, on peut subvenir et subventionner ici, ne serait-ce qu'à la recherche des thérapies locales contre la drépanocytose et même subventionner les traitements, la prise en charge médicale des patients drépanocytaires de manière, même si ce n'est pas total, du moins c'est dans les grands centres de prise en charge. Donc oui, il y a quelques petites activités qui sont menées, mais par rapport aux attentes, on peut dire que ce n'est pas encore suffisant. Et nous n'allons pas attendre que, comme à chaque fois, ce sont nos gouvernements qui prennent les devants. En attendant, nous devons aussi, nous, acteurs dans cette lutte, le patient aussi se doit, donc chacun avec sa modeste contribution, donner ce qu'il peut dans la lutte contre cette maladie. Il y avait la deuxième vague de questions était adressée à M. Signé. Je le vois là. Vous êtes avec nous au programme? Je suis là, docteur Amel, je suis là. Donc, à votre suite, justement, je crois qu'il y a une question qui m'a été adressée. C'est parce que le docteur Boni qui l'a posée est déjà là, mais sinon, je vais apporter des éléments de clarification. Tout d'abord, parlant des légumes dans la prise en charge du drépanocytaire, bien évidemment, je l'ai mentionné, que les légumes sont également utilisés dans la prise en charge et de manière caractéristique. Et je l'ai mentionné. Mais je me suis attardé sur beaucoup d'autres éléments, tout simplement, prioritairement,
Parce que les légumes sont d'abord hypocaloriques. Et nous avons parlé ici en premier ressort à l'entame de notre débat, en ce qui concerne la prise en charge alimentaire. Nous avons dit qu'il était question de pouvoir apporter aux drépanocytaires un équilibre énergétique satisfaisant. Cependant, il est coutume de voir que les drépanocytaires ont plutôt une perte de poids accrue. Donc, si nous devons ramener le déficit à l'équilibre, il est question d'inverser la balance. Et là, l'objectif-là. Donc, il était question pour nous ici de s'appesantir sur les éléments méconnus afin de sensibiliser sur la connaissance de ces éléments-là et sur la prise en charge réelle à partir de tout ce qui est disponible. Donc, merci encore pour la question, parce que ça me permet de revenir dessus et de pouvoir réexpliquer davantage. Donc, j'espère avoir pu apporter les éclaircissements suffisants. Sinon, on pourrait développer davantage. Donc, s'il y a d'autres questions, vous serez la bienvenue. Merci. Merci pour les réponses apportées. Oui, il y avait une main là. Je veux une main levée. Thérèse. Oui, bonjour à tous. Bonjour, docteur Mbok. Bonjour, docteur Itaga. Bonjour, nous vous remercions. Bonjour à monsieur le directeur. Merci vraiment pour ce Zoom. Vous me suivez? Allô? Oui, nous vous suivons. D'accord, j'ai dit merci pour ce Zoom qui va vraiment beaucoup nous édifier sur la prise en charge des personnes vivant avec la drépanocytose. Bon, j'aimerais d'abord commencer par l'historique de la drépanocytose que vous avez énoncé tout à l'heure, docteur Mbok. Mais si vous pourriez peut-être à chaque début de Zoom, nous, je peux dire, sur votre produit REP et Mala, ça devrait nous rafraîchir la mémoire. Parce que là, on pourra un peu, parce que le diététicien, d'après tout ce qu'il a dit là, je n'ai pas vu qu'il a parlé de votre produit. Je pensais plutôt que c'était de ça qu'il devait parler. Bon, mais si vous avez fait un petit briefing, on devait un peu aussi se mettre à la page. OK. Pour savoir vraiment le produit avec les aliments. Sinon, je vais poser des questions. J'espère que vous me suivez. Oui. Allô? Oui, allô, 5 sur 5. D'accord, merci. Alors, je disais tantôt, le webinaire REP-EMA sont orientés dans la lutte contre la drépanocytose. Ce qui fait que le produit, il est déjà là, le médicament REP-EMA. Vous pouvez voir la fiche juste derrière moi. Le produit il est déjà associé. Beaucoup l'ont employé. Tous ceux qui auront besoin d'informations sur le médicament REP-EMA seront ravis de là-dessus. Mais c'est par rapport au thème d'aujourd'hui que nous avons choisi, en quelque sorte, de montrer, de donner ce premier pas en disant aux patients, oui, au-delà de prendre des médicaments, l'alimentation et les exercices physiques doivent accompagner le traitement. C'est-à-dire, c'est notre leitmotiv dans l'organisation REP-EMA, faire de la prise en charge un mode de vie. Pendant que je prends le médicament, je dois savoir qu'il y a un régime alimentaire que je dois suivre de manière stricte. Qu'est-ce que je dois manger et surtout qu'est-ce que je ne dois pas manger. Je dois faire de l'exercice physique, mais lequel? C'est la question que nous devrions répondre ici aujourd'hui. Sinon,
Merci pour la relance. Pour tous ceux qui sont connectés, si vous avez besoin d'informations sur RedEma, ne serait-ce que par une recherche sur Google, dans n'importe quel réseau social courant du Cameroun, Facebook, Instagram, Twitter, vous allez trouver des informations là-dessus avec des contacts et vous pouvez entrer en contact directement avec l'organisation RedEma. Je vais mettre le numéro en discussion, vous pourrez contacter l'entreprise et puis vous aurez plus d'informations, même sur les modalités de traitement. Mais aujourd'hui, nous venons dire qu'à ce traitement ou à tout autre traitement, on doit associer un mode de vie. Donc, merci. C'est vrai, le thème. Bon, maintenant, je vais m'adresser au diététicien. Il a, il a vraiment été précis dans ses... Très précis. Il nous a compris de prévenir les complications des drépanocytaires. Il a parlé d'un rééquilibrage des productions énergétiques. Il a parlé pour favoriser la production des globules rouges. Consolider le système immunitaire. Et il a aussi parlé de réaliser un programme alimentaire. Maintenant, dans le programme alimentaire, là, il a cité quelques aliments. Moi, je me penche plus sur le haricot rouge. Il a parlé du haricot rouge chez les drépanocytaires. Je vais aller sur un exemple pratique parce que moi, j'ai des personnes drépanocytaires qui vivent avec moi. Et j'ai remarqué que quand ils consomment du haricot rouge, ils font plus de crises. Du haricot rouge. Du coup, je l'ai banni de l'alimentation. Je fais plutôt du haricot blanc. Est-ce qu'il peut un peu m'expliquer si c'est un lien avec leur état drépanocytaire ou bien ça a un lien avec autre chose? Je vais d'abord m'arrêter là. Et il est là, Romain. Merci, madame, pour les questions assistants. Cela, ça, les que déjà. Pour vous, madame, qui vivez avec des drépanocytaires, vous avez plus d'informations là-dessus sur la comprendre que ce qui se demande dans les livres. Un docteur en matière de prise en charge de la drépanocytose. Et vous devez vous approcher donc des diététiciens afin d'apprendre alimentairement comment les prendre en charge. Alors, parlant de l'haricot rouge, nous avons précisé les éléments qu'on retrouve dans le haricot rouge qui sont favorables aux patients. Il peut arriver qu'en fonction du patient, nous ayons des différentes réactions. Et les réactions sont propres. Voilà pourquoi j'ai insisté au début et à la fin de la présentation sur le fait que le patient devrait passer au préalable, après la consultation médicale, vers une consultation diététique. Parce que ce n'est qu'après une consultation diététique. Suivant. Le réseau est mauvais, hein, ça bug là. Il y a quelques soucis de réseau. Numéro suivant. Ok, là, est-ce que ça va? Ok, allô? Oui, oui. Ok, d'accord. J'étais en train d'expliquer, justement, avant que le réseau ne nous permette, j'étais en train d'expliquer que c'est le cas par cas. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la consultation préalable. Parce que lorsque vous avez subi, vous passez par une consultation diététique, le diététicien, étant expert dans son domaine, aura la possibilité de poser toutes les questions possibles et faire ce qu'on appelle l'évaluation alimentaire des habitudes présentes du patient.
c'est à partir de là qu'il pourrait établir un programme qui soit propre à ces patients-là. Les organismes fonctionnant différemment, je peux réagir positivement à vous négativement. Donc voilà, c'est maintenant en fonction de cela qu'on peut orienter et effectivement balayer dans la magasin d'un X, d'un Y, éléments d'aide. Et non seulement cela, il faut savoir que un cours n'est pas seulement privilégié pour le fait qu'il nous apporte les protéines et les vitamines et tout. Mais il y a également le fait que la pigmentation, qui a un facteur important, la coloration du haricot rouge est également importante, surtout chez les enfants. Et c'est pour cela qu'on insiste sur le fait qu'il faut toujours avoir au préalable des échanges efficaces avec un spécialiste afin de mettre votre enfant sur une ration ou sur un autre. Autre chose encore à préciser, il y a également des enfants qui font des allergies. Ça peut être en fonction de la façon qu'on a cuisiné ce repas. Ça peut aussi être en fonction des éléments qui sont dans le repas qui ne correspondent pas à la santé de cet enfant-là précisément. Donc, ce sont des éléments-là qui peuvent expliquer le fait que chez vos enfants ou alors chez ceux avec qui vous vivez, certaines personnes font plus de crises en consommant cet aliment-là. C'est bien si vous l'avez modifié par du haricot blanc et que cela ne cause pas de problème, parce qu'après, l'élément à rechercher ici étant des vitamines B9, du fer, des vitamines C, des protéines et tout. Donc, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, continuez à pousser plus loin dans la recherche pour comprendre comment élaborer un programme qui sera propre à votre enfant et à vos patients et à vos enfants à la maison sans que cela ne puisse leur causer problème. Merci. Merci pour cette précision. Je sais pas si notre invité est satisfait. Oui, merci beaucoup, Monsieur Romain. Oui, oui, je suis satisfaite de la question. De la réponse, pardon. Je vais passer à la deuxième question. Dans le programme alimentaire, vous avez parlé des boissons nettoyantes. Je pense qu'il m'appelle nettoyant les vaisseaux sanguins. Vous avez parlé des boissons ravitalisantes pour apporter de l'oxygène et de l'énergie. Vous avez parlé des boissons chiantes, des gobies rouges et des alicaments. J'aimerais savoir, il y en a question, ces boissons-là sont lesquelles? Ce sont des boissons qu'on vend, qu'on rencontre chaque jour au quotidien, ou bien ce sont des produits que vous avez à votre disposition? Merci. Oui, Romain, je pense qu'il a allé. Oui, je suis là, Amel, je suis là. Alors, donc, revenons donc sur la question sur la seconde question de la dame. Revenons donc sur la question de la dame. Il est ici important de comprendre toutes ces différentes boissons que nous avons citées. Ce sont des boissons qui sont faites à base des aliments. Ce sont également des boissons comme un vêtement qui interviennent dans un cadre précis. Donc, le docteur Ahmed pourrait mieux expliquer, comme il vous a dit tout à l'heure. Donc, on a cité ici dans le cadre de la prise en charge les différentes étapes à suivre dans le protocole. On a cité ici les différentes étapes à suivre pour obtenir le résultat escompté. Et parmi les étapes à suivre, on a donc la production des globules rouges, on a donc le nettoyage des cellules sanguines, ainsi de suite, la revitalisation de l'organisme. Maintenant, chaque élément que nous avons cité là-bas, il y a suffisamment de solutions qui ont déjà été mises en place pour apporter des solutions, pour apporter des résolutions à cela. Nous, à notre niveau côté diététique, nous avons bien évidemment mis sur pied certaines boissons qui peuvent favoriser le nettoyage de l'organisme, certaines boissons que nous pouvons également conseiller aux patients de produire par eux-mêmes à partir des aliments au quotidien qui aideraient donc leur organisme à pouvoir se revitaliser. Donc, ce sont des conseils alimentaires, ce sont des aliments que le diététicien pourrait soit vous conseiller la production par vous-même, côté domestique, ou alors, pour ce qui est déjà produit, de pouvoir mettre à votre disposition. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont dans ce sens-là. Et effectivement, en vous rapprochant des diététiciens, vous pourrez également avoir des résolutions qui ont déjà été mises en place par rapport à cela. Mais ce ne sont pas des boissons de tous les jours, ce sont des boissons orientées. Parce que lorsqu'on parle de diététique ici, ça veut dire le choix en fonction d'un problème qu'on veut résoudre.
D'accord, merci. Euh, une image a défilé là. J'ai reçu quelques notifications inbox. Vraiment, on aimerait en savoir plus. Je vais revenir là-dessus rapidement. Une première question était d'abord orientée sur c'est quoi le médicament REP-EMA. Dans cette petite image, vous montre la petite gamme REP-EMA disponible actuellement. Vous avez ici, vous voyez le curseur défilé. REP-EMA en conditionnement nourrisson. Tout juste à côté, avec bouchon jaune, une préparation de 200 millilitres. C'est REP-EMA pour enfants. Et non loin de là, à 500 millilitres, REP-EMA pour adultes. Et un peu loin, le carton bleu, c'est le thé combiné multifonctionnel dans lequel vous pouvez encore trouver le thé REP-EMA. Et nous rappelons que toutes les boissons REP-EMA ont les mêmes propriétés. Lorsqu'un protocole est suivi à la lettre, ça limite la survenue des crises à long terme. Donc, cette belle image a été prise à l'occasion de l'inauguration du complexe de professionnalisation de l'Université de Douala, inauguré par, comme vous pouvez voir sur l'image, d'Excellence, Monsieur le ministre des Enseignements supérieurs. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. J'espère que ceux qui m'ont posé la question inbox sont un peu satisfaits. OK, donc nous allons continuer aux questions. S'il y en a encore. Nous sommes toujours dans le thème, même si c'est dans le cadre de l'exercice physique. Nous avons reçu la promesse du docteur Itaga, donc vous aurez son intervention dans la retransmission. Oui, allô? Oui, merci beaucoup, docteur Mbok, pour pour ces images sur REP et EMA. Merci. Je vais continuer avec les questions en diététique. J'en profite qu'il soit là. Oui, 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 merci. Il est disponible. Parce qu'il n'a pas cité quelques aliments à éviter. Des aliments d'alerte, des crises drépanocytaires. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur la question? Ça buguait, je n'ai pas compris la question. C'est possible de revenir, s'il vous plaît? Citer quelques aliments ou des boissons qui favorisent les crises drépanocytaires, donc des aliments du genre alerte pour les drépanocytaires. Vraiment, Le réseau n'est pas très bon, mais je pense avoir des suivis. Elle pense d'aliments alertes. Qu'est-ce qui peut déclencher une crise sur le drépanocytaire? Alors déjà, il est connu les boissons chaudes et les boissons trop froides qui peuvent faciliter la survenue d'une crise. Donc même l'eau à boire, prise trop glacée ou très chaud, peut faciliter la survenue d'une crise. Mais je laisse le soin aux diététiciens de nous apporter, je peux me tromper, apporter des éclaircies là-dessus. allô? Oui, Oui, c'est 5 sur 5. Je suis bien suivi maintenant. oui, nous vous suivons maintenant. Oui, je Très bien. demandais, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent favoriser des crises, des aliments d'alerte chez les drépanocytaires? Est-ce qu'il y a des aliments interdits à consommer? Ce que je voulais Oui, savoir. oui, si vous me permettez, en attendant que le diététicien revienne, je voudrais partager peut-être ma petite expérience concernant les aliments d'alerte. Il y a le lait cru directement trait des vaches, ou des chèvres ou des brebis.
non pasteurisé, qui est formellement déconseillé pour consommation chez les personnes atteintes de drépanocytose, notamment les produits également qui dérivent de ce lait et qui n'ont pas été pasteurisés, un peu comme le fromage. Donc, du lait cru, non pasteurisé et des produits dérivés, notamment le fromage. Très déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une bactérie qui serait dans ce produit naturel, qui serait fatale pour les enfants atteints de drépanocytose. Donc, voilà, le spécialiste en dise davantage. Merci pour la question et voilà mon modèle. Je signale que l'intervention que nous avons reçue vient de Dr. Browning, l'un des intervenants principaux à l'occasion de la première session de ce webinaire. Donc, il en sait suffisamment sur la question, il a juste été modeste. Il a parlé des aliments crus. À côté, on peut associer de l'alcool. Et le lait cru, le lait cru, Le lait cru. le lait cru, non Oui, le lait pasteurisé, cru. non pasteurisé et les produits dérivés. Voilà. Je ne sais pas si notre intervenante en est satisfaite. À côté, j'ai ajouté de l'alcool. Oui. Allô? Oui, oui, j'ai bien suivi. Ça, Oui, allô? Oui, nous sommes avec vous. Vous êtes attendu. Ah, ok. Ça bug un peu ici chez nous. Ok, désolé pour ce temps d'arrêt. Ok, la dame posait une question que je n'ai pas toujours compris. Je ne sais pas si elle peut revenir dessus rapidement, s'il vous plaît. Elle parlait des aliments d'alerte, des aliments qui peuvent déclencher la survenue d'une crise sur le drépanocytaire. Disons les aliments à éviter. Ok. Déjà, alors, elle devrait savoir que les aliments crus, les aliments crus, les aliments crus, parce qu'ils sont très allergènes pour cette personne-là. Parce qu'avec une assez faible, ça arrive parfois que les aliments crus contiennent des bactéries qui vont rapidement entraîner des indigestions sur le patient et qui peuvent entraîner des complications sévères. Donc, de manière très claire, tout le pharmacien doit savoir qu'il doit éviter la consommation des aliments crus au maximum possible. On doit avoir une hygiène assez élémentaire de gestion. Oui, je pense que votre intervention rejoint celle du Dr. Boning. Il y a le réseau qui menace beaucoup. Vraiment. Donc, si j'ai retenu, il nous a rapporté que les aliments crus, principalement le lait, oui, non pasteurisé avec ses dérivés. Ok. Oui. Nous souffrons du réseau. Oui, donc après ok, d'accord. En dehors de ces aliments crus-là, effectivement, comme on parlait tout à l'heure des légumes et des fruits, ce sont des aliments assez suffisamment bien nettoyés avant la consommation. Cela va également agir sur le système digestif du patient. Et si son système digestif était également un élément assez à risque, il faut favoriser une alimentation riche en probiotiques qui va aider une digestion. Par conséquent, il faut éviter tout aliment cru, tout aliment qui sont également des aliments à déconseiller. Ce qui est fait à base de lait et tout, surtout parce que il arrive que ces aliments ne sont pas bien traités, ça qui va entraîner l'arrivée de ces microbes sur l'organisme ne pourra pas supporter. Éviter la consommation, oui, ça aussi. Et surtout boire suffisamment d'eau. L'élément particulier, c'est vraiment une consommation excessive d'eau. Donc voilà quelques mots, ce qu'on pourrait dire de manière ramassée sur les aliments d'alerte. Merci. C'est passé, notre intervenante est satisfaite.
Oui, oui, oui. J'ai suivi la réponse de Monsieur Romain. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question pour lui. Je ne sais pas si c'est dans son domaine, mais je vais quand même la poser. J'aimerais savoir, bon, quand il y a des cas de globules rouges, si je peux le dire, et qu'il y a libération de la bilirubine là, et que les yeux sont jaunes, est-ce qu'il y a des aliments particuliers ou des boissons que le patient peut consommer pour pouvoir nettoyer ce jaune-là? Alors, ça, c'est une très belle question. Elle me ressemble, donc je peux apporter quelques éléments de réponse. Ce processus est ce qu'on appelle couramment le stress, dont la solution du point de vue alimentaire sont les aliments antioxydants. Et les aliments qui ont des propriétés antioxydantes se retrouvent beaucoup plus dans la catégorie des fruits. Je pense que si le docteur Itaga était là, il nous édifierait beaucoup mieux. L'ananas, la papaye, et la citronnelle en tisane, donc beaucoup plus des aliments qui ont des propriétés antioxydantes qui sont conseillés parce que face à ce genre de situation, il faut d'abord limiter la cause qui facilite la polymérisation, disons la déformation de l'hématie, parce que c'est quand l'hématie se déforme qu'en allant traverser sur les petits vaisseaux sanguins, il va boucher parce qu'il a une forme non plus ovale comme la pastille. Il devient comme un croissant. Donc, il faut d'abord stopper le processus qui conduit à cette déformation de l'hématie. Et allô, le réseau nous menace beaucoup. Je disais tantôt, ça passe par un mécanisme antioxydant, donc tout aliment pouvant limiter le stress oxydatif. C'est passé, il y a une autre question. Je doute que nos patients, peut-être ils sont trop modestes. Nos invités risqueraient de nous dire que ça met trop long. Si quelqu'un d'autre a des questions, Alors, peut quand c'est répondre. instructif, ça ne met pas long. Quand c'est instructif, ça ne met pas long. Merci beaucoup, docteur Mbok, pour cette éclaircie. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans la liste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? On fait de notre mieux. Oui, oui, j'aurais encore une question. Je vais m'adresser à vous. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui entre dans le thème, mais je vais la poser parce qu'elle crotte depuis dans ma tête là. J'aimerais savoir ce que Allons-y. vous en pensez des prophylaxies anti-palus, vu il y a des résistances. Qu'est-ce que vous en pensez des prophylaxies anti-palus, surtout sur les drépanoes? Alors, mon point de vue est assez clair là-dessus. La connaissance traditionnelle, pour je veux dire le manque de connaissances dans ce domaine nous a souvent poussé dans les débuts à penser que le drépanocytaire ne faisait pas de palu. Et le principe était clair. L'agent responsable du palu, le plasmodium, il se nourrit de l'hémoglobine et donc il était inconfortable dans les massifs où l'hémoglobine était déformée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, cette prophylaxie ne doit pas seulement se limiter au palu, mais aussi à toute pathologie qui peut affaiblir le système immunitaire et exposer l'organisme à une infection. Et c'est le pourquoi vous allez voir, on va mettre aussi un accent sur les vaccins contre toutes les maladies virales, antibactériennes, les maladies que nous connaissons et dont les vaccins sont déjà disponibles. Donc, ces protocoles ont leur place dans la prévention et en évitant à l'organisme de succomber à une maladie, ça évite particulièrement aux drépanocytaires de développer une crise chez l'enfant comme chez l'adulte. Voilà, je profite
On nous signale déjà là que le temps fait défaut. Je rappelle juste la session est sauvegardée. Elle sera retransmise sur YouTube et le lien vous sera envoyé par les différents canaux. À défaut, il faudra juste faire la recherche de Rep Emma, comme je vous ai dit, dans n'importe quel site de relais, même Google. D'ici demain, le lien sera disponible. Qu'on ne se sépare, docteur Amel Mbok, permettez-moi d'ajouter deux ou trois petites choses. Si je vais parler de l'activité physique, par exemple, un drépanocytaire peut faire la natation, mais à condition que la température de l'eau ne soit pas en deçà de 20 degrés. Parce que si la température est basse, là, nous sommes en train de voir, et ça va entraîner une chute drastique de sa température centrale et donc une détresse de ses hématies. Un drépanocytaire peut faire des activités de longue durée, mais à condition que cela ne concourt pas à le fatiguer ou à le stresser. Par exemple, si un drépanocytaire veut faire le sport, même un non-drépanocytaire, même un vecteur, un AS, s'il veut faire une activité physique et qu'il va en altitude, vous verrez que le gars il sera en détresse respiratoire et là, ça va précipiter les crises. Donc, c'est un peu ce genre de situation qu'on doit éviter lorsqu'on veut prescrire une activité physique à, à un drépanocytaire. Je pense que le reste viendra avec les questions des uns et des autres. Ok, merci. Merci pour cette précision, docteur Itaga. Merci et je pense que nos invités en sont satisfaits. Sinon, ils vous contacteront. En rappel, les webinaires REP Emma sont annuels et très souvent, ils sont organisés avec la disponibilité des intervenants sollicités. Mais au cours du mois de juin, le mois consacré à la lutte contre la drépanocytose dans le monde. Donc, nous quittons en vous remerciant et surtout nous donnons rendez-vous en juin 2024 pour la nouvelle édition où un nouveau thème sera défini, un nouveau challenge et surtout, nous espérons que vous serez plus nombreux, beaucoup plus interactifs et que les moyens logistiques de notre société nous permettront de ne plus avoir de pareils désagréments. Donc merci, un coucou à tous et faites-nous toujours confiance. Rendez-vous à l'année prochaine.